Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce Weekly Bitcoin du jeudi exceptionnellement. Je suis avec Valentin Kozanovic, le directeur adjoint de la stratégie Bitcoin chez Capital B. Comme chaque semaine, comment vas-tu Valentin? Bonjour Rémi, toujours un plaisir de converser avec toi sur ce Weekly Bitcoin. Tout va très bien, toujours sur le fuseau horaire du Bitcoin, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe Capital B à BTC Prague, qui est l'événement Bitcoin majeur en Europe. Et donc nous représentons eh bien la France et l'accumulation française de Bitcoin dans cet événement européen. Eh ben excellent, on va en parler dans quelques minutes. Donc c'est pour ça que tu es dans dans cette backroom blanche avec un petit peu de reverb, mais on t'entend très bien. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va parler déjà du prix du Bitcoin. Une petite correction à 60K. Bon, il était en petite baisse, en petite accumulation. On en a parlé la semaine dernière avec Alexandre. Il a rebondi autour des 62K. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette baisse et aussi sur ce prix de support et cette importance du niveau des 60K qui est proche du coût de production des mineurs? Est-ce que tu peux nous dire où on en est ce cher Bitcoin et ce qui va être important pour la suite? Oui, donc effectivement, Rémi, tu as tout à fait raison, hein. Donc le prix du Bitcoin vient tester le prix de production des mineurs. Alors, le prix de production est à regarder avec nuance, hein. Donc, c'est le prix évidemment de l'électricité engendrée par le difficulty adjustment, c'est-à-dire l'ajustement de la difficulté de résolution des problèmes mathématiques qui aboutissent au minage de Bitcoin, mais aussi des coûts d'infrastructure, qui sont effectivement alors de l'ordre de 50 à 53 K aujourd'hui, mais qui se rapproche de plus en plus et qui effectivement donne plus de possibilités à ces mineurs, hein, d'arbitrager Bitcoin entre eh bien l'utilisation de leur potentiel et de leur pouvoir informatique pour le minage de Bitcoin redirigé vers le HPC, High Power Computing, donc tous les fonctionnements de data center et de besoins nécessaires au fonctionnement, notamment de nos chers instruments d'IA, hein, et de chères voilà, nouvelles technologies. Donc en fait aujourd'hui on est vraiment dans un système qui permet ce genre d'arbitrage et les mineurs type Mara, les plus grands mineurs aujourd'hui font cet arbitrage-là. Et on peut le voir de deux manières. La première, effectivement, c'est, je le disais, hein, ce difficulty adjustment. Donc pour hein, notre audience aujourd'hui, hein, l'ajustement de difficulté, c'est simplement la difficulté à laquelle les mineurs peuvent résoudre le problème informatique qui aboutit à la création d'un nouveau bloc et donc à un reward, à une récompense qui est du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle miner le Bitcoin, c'est valider des transactions via la résolution de problèmes informatiques. Et plus le nombre de nœuds validateurs et la puissance informatique dédiée augmente, eh bien plus cette difficulté est forte, et inversement. Et aujourd'hui, on voit une stagnation, voire une décroissance sur les 3 derniers mois, qui montre clairement cet arbitrage du minage Bitcoin vers le HPC, vers l'IA. Mais l'autre point, et c'est le pendant de cela, hein, c'est la redirection du capital. Aujourd'hui, bon, effectivement, nous avons des IPO absolument gigantesques, hein, l'IPO de SpaceX Mhm. qui approche à grandes enjambées, et des investissements massifs dans les infrastructures IA et aux technologies. Et j'aimerais prendre un petit peu de recul euh, pour s'imaginer la magnitude de redirection de capital aujourd'hui. En fait, le CAPEX, donc Capital Expenditure, qui est ingéré par l'IA et les robotiques aujourd'hui, sont 2 fois plus élevés que la révolution industrielle. C'est-à-dire que les railroads, les trains, les voitures, même la bulle Internet ne sont absolument pas comparables en termes de pourcentage équivalent de GDP, de PIB, euh, que cette aspiration de capital.
Cette aspiration de capital a vocation à quoi? Elle a vocation quand même l'objectif, hein, c'est le pari de la générosité, a quand même vocation à créer de la valeur. Et cette valeur, eh bien, elle a vocation à aller se stocker sur des valeurs rares. Aujourd'hui, nous sommes dans une asymétrie de marché absolument gigantesque, où Bitcoin trade à 90 à 95% de discount par rapport à l'or. Elle est là, hein, la market asymétrie. Et donc, bah, effectivement, hein, tout le sujet, c'est effectivement de se poser la question de structurellement, sur le court terme, eh bien, quels seront les mouvements, la volatilité d'un actif sous-jacent comme Bitcoin. Et on peut imaginer que le bear market, comme on l'imagine, peut durer encore quelques mois, hein. Je livrais une analyse lors de notre dernier échange sur la durée moyenne des bear markets, qui est d'environ 365 jours, puis suivi par un peu plus de 1000 jours de consolidation et mouvement haussier. Bon, eh bien, 365 jours depuis le précédent top, on arrive à octobre de cette année. Donc, on a encore quelques mois où on peut attendre une volatilité relativement importante. Et c'est là d'autant plus où, eh bien, les institutions, les corporates et les Bitcoin Treasury Company comme Capital B, eh bien, doivent se positionner pour effectivement être les plus résilientes possibles dans ces mouvements de volatilité, mais aussi profiter de cette volatilité pour déployer le capital de la manière la plus efficace, de manière la plus diligente possible, afin de, je vais te comparer à la deuxième loi de la thermodynamique. Euh, Aujourd'hui, l'entropie du système Fiat augmente de 5 à 7% par an. Et ce 5 à 7% par an fait augmenter l'entropie de manière exponentielle dans un système isolé. Encore une fois, c'est de la physique. Et les Bitcoin Treasury Company et les sociétés qui décideront d'adopter Bitcoin comme réserve de valeur sont celles qui contribueront à réduire cette entropie par aspiration de cette entropie fiat et redirection vers de la monnaie hard, vers Bitcoin. Et donc, c'est toute la thèse, effectivement, de long terme. Et bien sûr, les investissements sont toujours comportent une certaine notion de risque, hein, notamment sur des actifs aussi volatiles que Bitcoin. Mais effectivement, sur un temps d'horizon assez long, eh bien, on constate deux choses. Que le système Fiat, depuis 1960, imprime 7% en moyenne de liquidité par an. Nous avons déjà eu des événements, d'ailleurs, par le passé, 1960, nous avons eu des conflits en Iran, nous avons déjà eu des oil shocks, chocs pétroliers, nous avons déjà eu une bulle Internet, nous avons déjà eu une crise financière énorme, une crise sanitaire énorme. Et devine quelle a été la conséquence à chaque fois, Rémi? Eh bien, la conséquence à chaque fois, c'est une question rhétorique, plus d'argent imprimé. Et donc, bon, je suis un fervent convaincu que l'histoire se répète. Et bon, l'histoire passée ne présume pas du déroulé futur, mais si la thèse qui est que ce rythme d'impression monétaire de l'ordre de 7% par an continue, eh bien, Bitcoin sera en capacité de capturer cette valeur supplémentaire et la tourner en valeur transmissible dans l'espace et dans le temps. Alors, en effet, comme tu le disais, c'est aussi ce qu'a constaté Michael Saylor de stratégie, que la plupart des capitaux se dirigeaient actuellement vers l'IA. Alors, on est en plein boom de l'IA et ça ne cesse de s'améliorer chaque semaine. Donc, évidemment, voilà, forcément, comme tu comparais aux industries précédentes, je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a plus d'acteurs sur le marché. Donc, ce boom est Mhm. d'autant plus impressionnant. Mais on peut justement, peut-être, alors pas prévoir, mais on peut imaginer un ruissellement à un moment, puisque l'IA atteindra forcément un top à un moment, même si on considère que c'est pas une bulle et qu'elle va pas forcément éclater. Il y aura forcément une correction, une stabilisation et un ruissellement sur des actifs qui sont du coup tels que le Bitcoin, qui sont plus intéressants en tout cas que l'or, qui va rester quand même à
à un prix assez élevé, on l'imagine. Et comme tu dis, voilà, on est sur un discount du Bitcoin, donc il y aura peut-être un ruissellement inverse. C'est ce que j'imagine Michael Saylor anticipe peut-être aussi et que chez Capital B, vous avez peut-être imaginé aussi. Oui, alors, quelque chose d'assez intéressant, une phrase que j'ai entendue, hein, je rends à César ce qui appartient à César. Cette phrase ne vient pas de moi, mais elle me semble tout à fait intéressante. C'est que l'IA et les nouvelles technologies ont pour conséquence directe que l'utilité marginale du cerveau humain devient de moins en moins rare. Mhm. C'est-à-dire que l'intelligence devient de moins en moins rare, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes complexes, la capacité à déployer des outils, là aussi, tout à fait sophistiqués, eh bien, n'est plus le monopole du cerveau humain. Nous avons des intelligences qui deviennent de plus en plus précises, voire, dans certains secteurs, il faut se le dire, plus précis que des êtres humains. Et donc, l'utilité marginale du cerveau humain euh, décroît au fil du temps. Et donc, dans ces cas précis, eh bien, le cerveau humain a un devoir, et l'humain a un devoir, c'est de bâtir les fondations, eh bien, de la rareté, puisque ce qui décroît, décroît, et ce qui est rare de façon absolue reste rare. Et donc, eh bien, il y a deux réserves de valeur. Encore une fois, il y a l'or, c'est-à-dire que l'or est une excellente réserve de valeur hein, qui a été extrêmement efficace dans les decades, dans les siècles précédents, les décennies et siècles, pour préserver la valeur dans le temps. Mais un individu ou une société qui détenait de l'or dans les années 1600-1650, eh bien, s'est retrouvé avec zéro. Je m'explique. C'est une denrée excessivement importante pour transmettre la valeur dans l'espace et dans le temps, mais c'est une denrée aussi qui a été, dans l'histoire, extrêmement assujettie à eh bien des régulations, assujettie à même des ponctionnements hein, de la part de l'État pour financer la guerre notamment et les conflits. Et c'est là où on voit effectivement l'utilité d'avoir un actif qui n'a pas de CEO, qui n'est pas gouverné par un État, sur lequel il y a une souveraineté absolument absolue de l'individu. Et c'est aussi un devoir pour les Bitcoin Treasury Company, eh bien, de générer ce trésor de guerre. Puisque dans un monde où tout est abondance, où tout sera abondance, que ce soit des biens, que ce soit des services, que ce soit même de l'intelligence, comme je disais, hein, l'intelligence sera abondante. Eh bien, ce qui n'est pas abondant, eh bien, c'est le courage. Et c'est le courage de se tourner vers des actifs qui ont le potentiel d'être la meilleure réserve de valeur et la réserve de valeur la plus adoptée par le retail et par les institutionnels. Et c'est notre devoir en tant qu'acteur européen des marchés de capitaux de permettre cette transition, d'aller plus rapidement que les organes gouvernementaux et les organes centralisés qui ont leur processus de décision et qui, pour avoir travaillé quelques belles années chez Accenture auprès de banques, eh bien voilà, les systèmes de décision sont longs dans ces institutions-là. Eh bien, nous avons le devoir de prendre ce rôle de la manière la plus diligente, agressive possible, proactive possible, pour construire ce trésor de guerre, non seulement pour Capital B, non seulement pour ses actionnaires. Nous travaillons tous les jours et toutes les nuits pour nos actionnaires, concrètement. Mais nous travaillons aussi pour l'adoption de Bitcoin pour la France, l'adoption de Bitcoin pour l'Europe. Et je crois que il y a aussi une prime à l'humilité. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je suis conscient de manière absolue d'une chose, c'est que je travaille et nous travaillons pour Bitcoin, pas l'autre sens. Nous travaillons pour Bitcoin. Et ça
ça paye puisque justement on voit, alors vous êtes déjà invité dans des conférences comme BTC Prague et BTC Vegas. Alors voilà, on peut dire aussi, je pense que l'IA a vu sortir quelques grands acteurs qui restent encore à définir pour l'avenir. Je pense que c'est très early encore que l'IA pas un actif, mais en tout cas un écosystème qui est assez early, alors que le Bitcoin, voilà, on le sait, il a fait ses preuves historiquement. C'est l'actif rare crypto-monnaie par excellence. Euh, Et, et, et et d'ailleurs, ça donc, n'est pas antinomique, hein, Rémi, hein, si je me permets de rebondir sur ce que tu dis et qui est extrêmement juste, les deux ne sont pas antinomiques. Mhm. SpaceX, dans l'annonce de leur IPO, ont été dans l'obligation de détailler également leur détention. Mhm. Et deuxième point, Rémi, eh bien, SpaceX est un des plus grands détenteurs corporate de Bitcoin. Mhm. Donc, en fait, il y a deux sujets. Il y a comment on génère une création de valeur pure dans l'économie productive, comment on produit de la valeur, et comment on réussit à transformer cette valeur de sorte à ce que l'entropie du système fiat ne vienne pas la grappiller. Et donc, c'est tout le sujet de Bitcoin, mais enfin, c'est le sujet en fait de l'économie moderne et de l'efficience de l'économie moderne et des acteurs comme SpaceX, visiblement, hein, encore une fois, c'est des chiffres, c'est des disclosures publics, l'ont tout à fait compris et ont très probablement un avenir absolument merveilleux devant eux. En effet, et je pense qu'on verra de plus en plus d'entreprises détenir du Bitcoin dans leur trésorerie, avoir une réserve, ou même s'en servir pour des transactions à l'avenir. Et alors, je disais justement qu'on parlait de Capital B, puisque Kirok, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais Kirok, qui est une société de market making et fournisseur de liquidités pour les Ça. plateformes d'échange. Mhm. Ils ont publié une étude sur les Bitcoin Treasuries Company, notamment en Europe. Et ils ont dit que les 13 Bitcoin Treasury Company européennes détiennent 16 000 bitcoins et ce n'est que 2% du bitcoin détenu par stratégie. Et ils ont mis évidemment en avant le rôle de Capital B, puisque vous représentez 25% de l'écosystème européen des Bitcoin Treasuries Company, ce qui n'est pas négligeable. Et justement, qu'est-ce que ça dit alors sur je ne sais pas si on peut appeler ça un retard européen, mais comme tu le dis, tu présentes Capital B voilà, comme le fer de lance de l'adoption du Bitcoin en Europe et en France. Donc, qu'est-ce que ça dit sur cet état, sur cette vision, sur cette mentalité européenne et française par rapport au Bitcoin? Quelle est la taille du chemin encore à parcourir et comment Capital B et les autres treasury companies européennes qui, j'imagine, travaillent quand même un petit peu la main dans la main, quelle est la stratégie à adopter pour que tout ça s'améliore? Oui, alors effectivement, Rémi, c'est une très bonne observation. Aujourd'hui, nous avons des mastodontes américains que sont Strategy et maintenant, dans une certaine mesure, Strive, hein, qui est un acteur américain également qui est un émetteur de digital credit, c'est-à-dire d'instruments financiers perpétuels backés par le Bitcoin, qui sont les instruments qui, pour notre auditoire, hein, qui voilà, n'est pas encore sensible à cette typologie de produits, qui sont des produits qui ont une maturité perpétuelle, un dividende payé au mois, deux fois par mois, voire dans le cas de Style tous les jours, et qui permet de capturer une partie de la volatilité de Bitcoin et de rendre un rendement relativement élevé avec une liquidité élevée et une prédictabilité aussi relativement conséquente en termes de volatilité du titre sous-jacent. Et ce que je vois sur le marché européen, alors effectivement tu mentionnais retard, moi je le vois comme une opportunité absolument gigantesque. On avait déjà évoqué ensemble, Rémi, le cas de stratégie hein, qui a tenté de venir sur le marché européen avec un produit qui s'appelle Stream, STRE, STRE, et qui a aujourd'hui des difficultés en termes de
relations régulateurs slash liquidité sur le marché luxembourgeois sur lequel il est coté. Et donc, il y a une vraie prime pour ces acteurs euh, locaux de l'écosystème, des acteurs européens, qui auraient cette ambition d'être émetteurs de digital credit et notamment qui sauraient prendre cette opportunité, c'est-à-dire qui ont une connaissance extrêmement fine du profil d'investisseur, puisque en fait, on parlait du marché européen versus les autres marchés. Bien, les acteurs du marché européen institutionnel, c'est le deuxième plus gros marché de fixed income au monde. Et donc, on a des acteurs qui sont complètement convaincus du besoin d'avoir un rendement avec une volatilité faible. Aujourd'hui, quand on regarde les instruments de haut rendement européens, on est environ, de mémoire, 5,7%. Et on parle de junk bonds avec une volatilité extrêmement élevée et en fait des yields qui sont produits sur des distressed companies pour financer du capex, etc. Là où le digital credit est une nouvelle façon d'appréhender la monnaie, une nouvelle façon d'appréhender le rendement, avec un rendement qui permet également à la société émettrice bien d'augmenter sa réserve de Bitcoin et donc d'avoir un collatéral qui, je le disais, permet de servir 40 à 50 ans de dividendes. Et euh, d'ailleurs, on parlait de retard, mais Rémi, un peu d'histoire. Euh, on évoque souvent le digital credit, les instruments de crédit digital comme étant des instruments absolument révolutionnaires qui n'avaient jamais été faits avant. Bien, ça n'est pas vrai. C'est même parmi les plus vieux instruments de l'histoire moderne. Et on peut retrouver les premières traces de digital credit à l'époque médiévale. Tu t'y attendais pas, Rémi? Eh bien, voilà, je te l'amène sur un plateau. Donc, effectivement, à l'époque médiévale et de manière un peu plus conséquente dans les années 1700, 1650, 1700, nous avons des produits qui ont émergé qui s'appelaient à l'époque les rentes perpétuelles, qui étaient des instruments offerts par des entrepreneurs privés à des acteurs pour financer leurs activités, financer le développement industriel et surtout financer la guerre. Et c'était des produits qui payaient, dans les termes français, au denier 20. C'est-à-dire que pour un investissement de 20 deniers, eh bien, vous aviez un denier par an, équivalent de 5% de rentabilité par an, avec un principal qui ne se rembourse jamais. Donc, toute similarité avec nos instruments type STRC SATA sont assez troublantes. Et donc, on voit que quand on prend un horizon de temps suffisamment long, suffisamment étendu, eh bien, on peut voir que toutes les innovations financières, en tout cas ce qui est présenté comme tel, ne sont que des adaptations de produits qui ont déjà absolument fonctionné dans le passé et qui ont fonctionné pour des entrepreneurs qui, avec ces rendements, avec ces profits, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rémi? Eh bien, ils ont acheté de l'or. Et donc, ils sont devenus, comme tu le sais, quelques années après, avec d'autres stratégies évidemment, mais ça a commencé avec les rentes perpétuelles, et bien sûr devenu la Banque de France et la Banque d'Angleterre. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment une prime, je le disais, à la compréhension du marché européen, la compréhension aussi de l'ingénierie financière dont les Européens ont besoin, de la structure la plus adaptée, notamment vis-à-vis des fonds et autres véhicules d'investissement qui ont un sujet vis-à-vis de la withholding tax, qui ont un sujet versus le traitement de dividendes fiscal, qui ont un sujet sur l'accessibilité retail des titres, qui ont un sujet sur la liquidité. Tous ces sujets-là doivent être anticipés pour produire l'instrument le plus adapté, le plus efficace, le plus agressif sur les marchés européens. Et en termes de taille de marché, eh bien, bon, je parlais du marché européen il y a quelques temps, qui est sur la partie corporate, qui est à 3,8 trillions d'euros sur les instruments corporate. Si un émetteur européen capture de façon conservatrice 15 à 30% de ça,
bien c'est quasiment la market cap de Bitcoin. Donc on peut voir l'opportunité absolument gigantesque que correspond à laquelle correspond cette typologie d'instruments. Et tout le sujet, c'est effectivement de construire les réseaux et les courroies de distribution pour ces produits et pour Bitcoin et pour les produits dénominés en Bitcoin également, offerts par les Bitcoin Treasury Companies, mais pas que, par les banques de détail, par les banques d'investissement, par tous les acteurs financiers qui veulent survivre dans les 5 à 10 prochaines années, euh, en white label ou pas, et qui ont l'opportunité aujourd'hui de profiter de la réalité quantique, de l'amplification Bitcoin de demain. Et bah, merci Valentin pour ce petit cours d'histoire et cet insight sur l'avenir du digital credit. En effet, c'est une opportunité à saisir en Europe et on espère que voilà, ça arrivera assez vite puisque voilà, les États-Unis sont déjà en avance sur leur temps. Bon, forcément, grâce à Stratégie quand même qui a pris énormément d'avance avec ce produit qui est quand même avec un rendement assez exceptionnel et qui pourrait mettre du baume au cœur sur toute l'Europe. Et justement, alors parlons de l'Europe, puisque la Banque Centrale Européenne, la BCE, ont prévu de relever le taux de dépôt à 2,25%. Alors c'est un outil qui va peut-être permettre de freiner l'inflation. En tout cas, c'est la volonté, je pense, de Bien la entendu. BCE. Alors, comment? Et je disais bien entendu. Oui, voilà. C'est toujours le but en ce moment, puisque en effet, voilà, fermeture du détroit d'Ormuz, toujours en place des tensions géopolitiques et inflationnistes. Alors, quelles implications sur cette décision potentielle de la BCE? Qu'est-ce que ça va donner sur le marché et sur le Bitcoin? Alors, oui, comment aborder cette question sans évoquer la BCE? Bon, la BCE est habituée à des décisions relativement centralisées qui partent là aussi du pari de la générosité, c'est-à-dire que je suis convaincu que la BCE a de bonnes intentions pour les citoyens européens, pour les corporates européens, pour les institutions financières européennes. Je suis convaincu aussi que la BCE a un agenda politique précis, l'euro numérique en est un, euh, qui est d'ailleurs un agenda qui cause plusieurs frictions de la part des institutions financières qui sont relativement sceptiques sur la partie retail, moins sur la partie wholesale. Euh, mais la bottom line là-dessus, c'est que, bon, effectivement, comme tu le mentionnais, hein, c'est tout à fait l'objectif euh, de remonter ces taux de dépôt pour contrer l'inflation. Sauf que Rémi, je le disais auparavant, eh bien l'inflation sur les 60 dernières années, pardon, hein, je pourrais prendre un horizon plus court, mais enfin, ça serait pas non plus en avantage de l'inflation. C'est-à-dire que si je prends la Covid-ARIA, depuis le Covid, eh bien 20 à 25% de la masse monétaire en circulation a été imprimée. Donc, je suis conservateur et généreux en prenant cet horizon de temps de 60 ans et en disant un rythme de 7% par an d'inflation. Eh bien, des maths très simples, Rémi, 2,25 moins 7%, je ne suis pas sûr que le résultat soit positif. En tout cas, je crois que les calculs sont assez rapidement faits. Et donc, ce qu'indique la BCE, et c'est très bien, c'est, eh bien, mes chers concitoyens, eh bien, votre pouvoir d'achat ne diminuera pas de 6%, mais de 5, de 4,75. Donc, bon, c'est très bien. Euh, mais j'ai vu meilleure proposition de valeur. Et donc, c'est aussi un sujet hein, pour les citoyens européens et pour les corporations européennes eh bien, de prendre les responsabilités. Et au regard d'un système, je le disais, qui augmentait l'entropie du système global, eh bien, de prendre des actions, d'agir pour construire les fondations de leur patrimoine de demain. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas compter sur des décisions centralisées d'un organisme centralisé qui
a pour seule ambition maximale de limiter l'inflation. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, tu évoquais l'IA, nous sommes dans une ère absolument fantastique où le coût marginal de production de chaque chose, que ce soit des biens, des services, diminue de façon exponentielle. Il est exponentiellement plus facile de produire des biens et des services grâce à l'intelligence artificielle, et c'est génial. Nous arrivons dans une période d'abondance qui est telle que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de l'autre côté autre chose que de la déflation en termes de prix. C'est-à-dire il me semblerait absolument rationnel d'avoir dans un monde qui fonctionne correctement, c'est-à-dire un marché libre, eh bien, les prix de chaque chose qui diminuent, la prospérité de chaque citoyen qui augmente. Et donc euh, tout le sujet, c'est bien par quel biais le faire. Et c'est des initiatives privées comme Capital B, mais comme d'autres sur le marché européen, qui permettent de faire cela. Je fais le parallèle avec une très très bonne remarque de Jeff Bezos il y a quelques semaines, je crois, et qui disait quelque chose de très juste. Il disait, en fait, j'ai produit plus de biens de manière exponentielle via mes initiatives privées, via Amazon, que sur l'ensemble de mes philanthropies. Et c'est correct. C'est-à-dire que à un moment donné, euh, les paramètres du jeu sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire le paramètre de l'inflation est ce qu'il est, le paramètre de la centralisation des décisions est ce qu'il est. Et l'idée, c'est de ne pas se morfondre sur ces acquis-là, mais justement de se dire mais quelle est la solution et comment construire le véhicule le plus institutionnel, le plus adopté et le plus liquide pour donner une solution concrète, alors qu'il n'est peut-être pas la solution privilégiée. Il y a plusieurs options qui existent. Et d'ailleurs, c'est une excellente chose qu'il y ait plusieurs acteurs avec plusieurs propositions de valeur. Mais enfin, la nécessité pour l'Europe, effectivement, est bien d'avoir des solutions privées, des solutions qui partent aussi d'un idéal de souveraineté, de liberté et de libre marché européen pour se rapprocher de l'idéal qui était l'idéal de l'Europe au moment de son inception, c'est-à-dire un marché libre, un marché concurrentiel, mais un marché qui favorise la prospérité à la fois des citoyens et des entreprises, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Eh ben, excellent, merci. Alors, c'est pas voilà, des perspectives quand même j'ai envie de, pas en dents de scie, mais voilà, qui sont en effet quand tu reparles d'euro numérique, on sent que on se demande au final, voilà, quel est cet agenda dont tu parlais de la BCE. On comprend que voilà, tu as l'air d'imaginer ça plutôt comme des rustines plutôt qu'une vraie solution, en tout cas de la part de la BCE. L'euro numérique a été beaucoup critiqué et j'ai l'impression que le projet avance aussi très doucement. On voit sur le site officiel émission potentielle de l'euro numérique en 2029. D'ici là, il peut se passer énormément de choses. L'inflation sera sûrement pire qu'aujourd'hui. Donc peut-être qu'on attend un peu mieux de l'Europe. Voilà, tu parlais de compétitivité aussi, d'Europe qui avait un projet peut-être à l'origine. Alors il va falloir peut-être se pencher sur d'autres solutions. On va pas dire que le Bitcoin est la solution miracle à tout, évidemment, mais peut-être qu'il devrait voilà, se pencher sur des solutions, en tout cas, qui sont plus adaptées à ce qui se passe aujourd'hui, plutôt que voilà, des solutions qui ont peut-être marché historiquement, mais qui aujourd'hui ont l'air un peu de s'essouffler. C'est correct, Rémi, je suis entièrement d'accord avec toi et effectivement, nous avons une stratégie d'accumulation de Bitcoin et d'augmentation du nombre de Bitcoin par action. Mais le sujet plus global, c'est effectivement d'avoir des initiatives privées, qu'elles soient liées au Bitcoin ou non, euh, et qui permettent de reprendre la souveraineté sur la création de valeur. Donc tout le sujet, moi voilà, je vais pas passer trop de temps sur la Banque centrale européenne puisque je passe du temps sur les choses qui importent. Mais on parlait d'attendre mieux de la Banque centrale européenne.
Et moi, je vais dire quelque chose. Mon point intrinsèque, c'est il faut plus qu'attendre. Il faut faire. Et donc, tout ce à quoi participent les entrepreneurs fleurons français, que ce soit du côté de Free, Xavier Niel, que ce soit du côté de l'industrie du luxe aussi qui se développe et qui est un fleuron français, que ce soit du côté également de l'ingénierie avec les Rafales notamment qui sont des bijoux d'ingénierie, que ce soit au niveau des marchés financiers aussi. Je tiens à préciser que Euroclear, par exemple, hein, est à des années-lumière en avance des États-Unis. Euh, dans bien des manières. Donc, on peut être extrêmement fier des initiatives privées européennes, et je crois que c'est ce qui, c'est ce qui permettra à court terme, eh bien, de trouver le chemin de la prospérité dans cette ère, je disais, d'ultra croissance, en tout cas d'ultra croissance de la valeur. Et comme on le disait, hein, qui dit prospérité et qui dit création de valeur, dit forcément à l'aval de la chaîne, eh bien, la possibilité et la volonté de trouver un ou plusieurs actifs, là encore, pas de dogme, euh, pour effectivement, eh bien, channel, eh bien, stocker cette valeur euh, dans l'espace et dans le temps. Et ben, en tout cas, on peut compter par contre sur les Bitcoin Treasury Companies pour agir et pour justement s'accaparer encore plus de valeur, puisque stratégie, on en parlait la semaine dernière avec Alexandre, ils avaient vendu 32 bitcoins puisqu'ils l'avaient voilà, annoncé depuis plusieurs mois qu'ils pouvaient potentiellement vendre quelques bitcoins. Ce qui a fait évidemment les gros titres, puisqu'on s'attendait pas, voilà, ceux qui savaient s'y attendaient un petit peu, mais stratégie qui avait cette volonté de garder tous leurs bitcoins et disaient ne vendez pas leurs bitcoins. Alors, ils ont justement acheté 1550 bitcoins supplémentaires et en plus augmenté leur réserve de cash. Pareil pour Strive et leur outil SATA, ils ont continué d'accumuler 32 BTC, donc ils ont peut-être racheté ceux qui avaient vendu Stratégie justement. Chez Capital B, on sait que vous aviez aussi accumulé des bitcoins assez récemment. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des Bitcoin Treasury Companies? Quelle est leur stratégie justement dans cette phase de redescente encore un petit peu du Bitcoin? Quelle est la stratégie à adopter, même chez Capital B? Où est-ce qu'on en est en ce moment? Oui, alors c'est très intéressant, Rémi, parce que je me souviens de notre toute dernière conversation. À la fin de cette conversation, on parlait effectivement des dernières annonces et des earnings de stratégie et de Michael qui disait, voilà, je peux utiliser à la fois mon equity, à la fois ma dette, à la fois mon cash et à la fois mes bitcoins pour servir mes intérêts. Et ce que j'évoquais, Rémi, c'est si Michael dit qu'il peut le faire et que c'est dans l'intérêt de la société, il le fera. Et bon, quelques jours après, effectivement, cette annonce de vente de BTC, 32 BTC qui correspond à moins de 0,01% euh, de de leur BTC en réserve, et d'ailleurs qui ont été absorbés par Strive. Strive a annoncé quelques jours après un achat de 32 BTC. Voilà, assez intéressant. Donc les BTC vendus par Stratégie ont trouvé une belle maison, je crois. Mais ironie à part, je pense que ce qui est fondamental, c'est de comprendre pourquoi ça a été fait. Et la raison principale, c'est les agences de notation. Puisqu'aujourd'hui, en tout cas il y a quelques semaines, les agences de notation type Standard Poor's et les agences de notation Moody's, les agences majeures que tu connais, aujourd'hui regardent les réserves de Bitcoin, de stratégie, de Strive, comme étant non existantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, hein, il y avait la prémisse de never sell your Bitcoin. Et donc, ce que faisaient bêtement ces agents de notation, c'était de dire,
bien votre Bitcoin n'existe pas. Je ne le compte pas dans votre capacité à servir des intérêts, je ne la compte pas dans votre credit rating, je ne la compte pas dans vos liquidités. Et ce qu'a fait Michael en vendant 32 BTC, eh bien, c'est clairement de dire, bien, messieurs, dames, j'ai du collatéral que je peux, surprise, surprise, utiliser comme du collatéral. Et donc, eh bien, force est de constater que ces agences de notation en avaient besoin. Donc ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que, eh bien, les mots ont été suivis par des faits. Et bien que, bon, les mouvements de marché court terme ont suivi, hein, cette simili panique retail institutionnelle sur la capacité de stratégie à vendre de Bitcoin. Eh bien, c'est paradoxalement la capacité de stratégie à vendre du Bitcoin qui leur permettra d'avoir un credit rating beaucoup plus haut, qui reflète les 40 à 50 ans de capacité de paiement de dividendes, puisque vraiment les bitcoins vont être considérés par ces agences de notation, par le S&P 500 et les autres organismes extrêmement importants pour avoir la liquidité. Et donc, ça va leur permettre d'ouvrir aux Bitcoin Treasury Companies, les Digital Credit Issuers, à un environnement de marché d'autant plus important, avec des mandats institutionnels qui sont limités aux instruments hybrides et de fixed income avec une haute notation et qui ont des poches de liquidité absolument gigantesques. Et donc tout le sujet, c'est effectivement, je parlais d'échec la dernière fois, hein, mais c'est de positionner toutes les pièces en harmonie pour pouvoir déployer la stratégie de la manière la plus pérenne, agressive, mais aussi diligente possible. Et c'est ce que fait Stratégie. Alors Stratégie est un animal différent, donc à comparer, mais de façon voilà, tout à fait raisonnable avec Capital B, puisque nous ambitionnons de répliquer la stratégie, le déploiement des produits, et ce qui a fait le succès de Stratégie aux US dans le marché européen. Mais il y a aussi une spécificité euh, qui correspond à sa taille, une opportunité également qui correspond à la taille de Capital B, c'est-à-dire que Capital B peut amener de la convexité, peut amener euh, eh bien, cette volatilité qui est évidemment à la hausse comme à la baisse, hein, et qui inclut du risque. Hein. C'est un investissement qui a un risque intrinsèque, hein, c'est important de le souligner, mais qui permet aussi d'amener voilà beaucoup de convexité et ce que recherchent les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, un des mots favoris, c'est vraiment ce mot de convexité à la hausse et à la baisse. Et on voit en faisant des analyses, j'ai fait quelques analyses sur Capital B, la convexité sur les 6 derniers mois à la hausse était de 30%, c'est-à-dire que Bitcoin, quand Bitcoin augmente de 1%, eh bien, en moyenne daily, Capital B augmentait de 30% supplémentaire et à l'inverse, baissait de 30% de façon inférieure pour chaque baisse de 1% de Bitcoin, avec pour entrer juste dans les stats et dans les maths, avec un coefficient de corrélation de 0,5. Donc voilà, quand même 0,5 expliqué par les mouvements de Bitcoin et 0,5 qui est tout à fait décorrélé. Ce qui est intéressant par ailleurs, puisque on pourrait imaginer les Bitcoin Treasury Company comme étant des actifs qui suivent complètement le prix du Bitcoin, et on s'aperçoit via les statistiques et les maths, eh bien que nous avons une décorrélation des Bitcoin Treasury Company, en tout cas de l'ordre de 30 à 50%, du Bitcoin et donc une corrélation aussi à d'autres paramètres que sont l'adoption institutionnelle, que sont la financiarisation des marchés de capitaux. Et de ce fait, et si les courbes d'adoption suivent celles des 15 dernières années, je suis convaincu que nous ne parlerons pas dans 10-15 ans de crédit backé par le Bitcoin, de Bitcoin Treasury Companies et autres, mais bien d'entreprises, point, et de crédit, point. Euh, et donc, c'est la thèse hein, que nous poursuivons chez Capital B et nous évidemment, euh, appliquons de la manière la plus diligente possible la stratégie bien de macro-stratégie aux US en Europe. Et nous avons l'ambition de devenir un animal aussi spécial que stratégie dans notre juridiction. Mais cela demande de l'humilité, cela demande du travail,
cela demande de la diligence, cela demande de l'exécution. Et la complexité de ces quatre fait qu'il n'y aura pas énormément d'acteurs en Europe qui seront en capacité de délivrer cette valeur-là, ce qui augmente évidemment la convexité pour les acteurs qui ambitionnent et qui réussiront à être leaders de leur écosystème. Et ben, comme chaque semaine, on vous le souhaite encore et toujours, évidemment. C'est vrai que Michael Saylor et sa société voilà, sont assez spéciales dans cet écosystème, puisqu'il y a on sent aussi une sorte de consensus des investisseurs du retail ou même de gens qui regardent de loin. On sent qu'il y a une confiance en ses stratégies. On sent qu'il sait où il va. Voilà, il a sa partie d'échec est presque déjà terminée dans sa tête, j'ai l'impression. Donc, il a aussi cette force-là qui est très impressionnante. Et d'ailleurs, alors parlons justement de BTC Prague, où vous êtes rendu avec Capital B qui commence aujourd'hui. Alors Michael Saylor il va intervenir demain, si je ne dis pas de bêtises. Toi, tu es intervenu ce matin, me semble-t-il, et Alexandre va parler aussi. Il y aura aussi Adam Back, dont on a souvent parlé dans Weekly Beaton. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les principaux sujets de conversation qui tournent autour de Prague, puisqu'on en a déjà parlé aussi dans ces grandes conférences. Il s'en passe autant sur les scènes en public que dans les backstage. Alors, est-ce que tu as un petit peu de nouvelles croustillantes à nous dévoiler? Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle à BTC Prague? Alors oui, donc l'événement a commencé officiellement aujourd'hui. Nous avions un événement la veille qui était le Bitcoin Corporate Day, qui était réservé effectivement aux acteurs institutionnels et aux acteurs de l'écosystème Bitcoin pure player pour effectivement échanger sur l'ingénierie financière et sur le digital credit, avec des discussions extrêmement intéressantes et qui m'ont amené à une réalisation assez particulière, qui est que même dans l'écosystème, et même dans l'écosystème des Bitcoin Treasury Companies, pas forcément des pure players, mais d'autres acteurs, eh bien, nous avons là aussi un sujet d'alignement, un sujet de compréhension commune des standards, et aussi un sujet d'horizon de temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas évoquer le digital equity et le digital credit comme étant des mêmes instruments avec des mêmes horizons de temps. C'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles. Nous avons des instruments type ceux qu'on évoquait qui bien sont davantage pour le court moyen terme avec un profil de risque qui est relativement moins élevé que le digital equity, que les Bitcoin Treasury Companies et les common stocks, et qui sont tout à fait adaptés à ces typologies d'investisseurs qui recherchent résoudre le triptyque de valeurs, c'est-à-dire une volatilité faible, un retour élevé et une forte liquidité. Bon, le digital credit permet de résoudre ce trilemme, et donc c'est tout à fait intéressant de voir les conversations, parce qu'en fait, les conversations qu'on a aujourd'hui, avec non seulement les intervenants, mais aussi les investisseurs que l'on a rencontrés hier et encore ce matin, c'est que tous ces acteurs-là comprennent l'apport et la proposition de valeur du digital credit, mais ils n'ont pas encore aujourd'hui la capacité de s'exposer, puisque tous les sujets qu'on disait, de credit rating, de mandat institutionnel que ces derniers possèdent, et donc la réalisation, c'est que 99,9% de la population et des institutions ne sont toujours pas positionnés aujourd'hui. Et c'est assez impressionnant puisque j'avais encore jusqu'à récemment cette idée que le marché adressable du crédit digital était de l'ordre de 300 trillions, c'est-à-dire le marché global du crédit à l'échelle mondiale, et de capturer ma conviction est de 20 à 30% sur les 10 à 15 ans à venir, mais restons conservateurs. Bien en fait, la réalisation, c'est que bien pourquoi
pourquoi se limiter au marché du crédit? C'est-à-dire que pour un investisseur retail ou institutionnel, pourquoi investir dans les S&P 500 qui a un retour de 7 à 8% avec une volatilité extrêmement forte? Le digital credit est potentiellement meilleur. Si je tire encore le fil, pourquoi on investirait dans le real estate, dans l'immobilier, avec bien des contraintes physiques, des contraintes liées aux catastrophes naturelles, mais même en n'allant pas à ce niveau-là, des contraintes au niveau réglementaire, des contraintes au niveau de l'uncertainty, de l'imposition et de tous ces autres éléments qui rendent le coût d'opportunité absolument énorme. Le crédit digital est meilleur potentiellement. Et donc, eh bien, on va d'un marché, et c'est la conversation hein, que j'essaie aussi de partager à BTC Prague, c'est de dire que le marché n'est pas de 300 trillions, c'est le marché global de 1000 trillions de dollars qui est attaquable par le crédit digital. Et encore une fois, ma conviction était, comme je le disais, de 15 à 20% sur les 10 à 15 dernières années à venir. Mais même si on prend 1% de ça, Rémi, juste 1% de manière conservatrice, eh bien, ça correspond à un marché de 10 trillions. Aujourd'hui, stratégie STRC et avec une market cap d'environ 10 milliards de dollars. Et donc, c'est un potentiel 1000 fois si on arrivait à capturer ne serait-ce que 1% de ce marché-là. Donc, en fait, les discussions que l'on a à Bitcoin Prague, c'est effectivement des discussions de se dire, eh bien, l'adoption de Bitcoin ne peut pas se faire uniquement via l'adoption de l'actif sous-jacent directement, c'est-à-dire l'adoption de Bitcoin ou de produits Bitcoin, mais par l'adoption de produits accessibles à tous, compréhensibles par tous, simples, avec une volatilité faible, avec un retour prédictible, qui comporte toujours un risque, un investissement, mais qui permet de moduler ce risque avec le coverage et avec des actifs sous-jacents à côté. Et, ma thèse, Rémi, là-dessus, c'est que dans les 5-10 prochaines années à venir, eh bien, il y aura un risque de carrière. Un risque de carrière pour les banques et institutions qui, de la même façon que ce que je voyais il y a quelques années chez Accenture auprès des banques qui mettaient leur tête sur le billard en évoquant seulement Bitcoin à leur C-level, il y a en 5 à 10 ans, je peux te garantir, Rémi, que ma conviction, potentiellement dans le futur, est qu'il y a un vrai risque de carrière, il y aura un vrai risque de carrière pour les C-level de banques et d'institutions financières de n'avoir pas pensé ou pas stratégisé ou pas productisé eh bien, le digital credit à leurs clients. C'est une opportunité qui est absolument gigantesque et si les banques le réalisent, eh bien, il y a la possibilité pour eh bien, la plupart de la masse, hein, le cas pour une mass adoption, eh bien, c'est ces instruments de digital credit distribués par des banques en white label, c'est-à-dire en marque blanche, avec potentiellement des comptes bancaires ou simili qui donnent un yield de 8 à 10% et qui sont backés en background par le crédit digital. Et donc, si cette thèse est correcte, eh bien, dans les 5 à 10 prochaines années, ma thèse est qu'il y aura davantage de retail et d'institutions exposées au Bitcoin indirectement via ces produits de crédit digital et ces produits proposés par les banques et ces produits proposés par la DeFi que sur la custody de Bitcoin lui-même. Et c'est donc le cas potentiel de l'adoption massive de Bitcoin que l'on espère évidemment et sur lequel on travaille chez Capital B. Et bah, c'est plutôt inspirant. Et alors, voilà, on imagine que entre acteurs investis dans le Bitcoin et travaillant pour le Bitcoin, comme tu l'as dit, voilà, vous synchronisez un petit peu lors de ces événements-là. Et en effet, tu parles souvent d'humilité aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs de la finance traditionnelle qui ont dû faire preuve d'humilité après avoir voilà, décrit le Bitcoin pendant des années, qui pensaient que ça n'avait pas d'avenir. Et peut-être que ce sera sûrement le cas d'ailleurs avec le digital credit. Peut-être que beaucoup n'y prêtent pas encore d'attention. Peut-être que c'est pas
encore assez gros pour eux, mais voilà, comme tu le dis, il y aura sûrement un ajustement à l'avenir du côté de la finance Tu sais, tous traditionnelle les et des grandes chemins, banques. oui, tous les chemins sont bons pour le Bitcoin. Je me souviens de conversations que l'on avait d'ailleurs en off, très bien, hein. On a toujours des conversations extrêmement intéressantes avant les discussions de Weekly Bitcoin. Et je vais être un tout petit peu provocateur, mais enfin, pas tant. C'est-à-dire que le crédit digital, à mon sens, représente potentiellement euh, la raison d'être et la raison de survie de toutes les autres chaînes. C'est-à-dire que c'est leur opportunité d'une vie d'exister. C'est-à-dire que j'imagine très bien Solana, Arbitrum, les plateformes de production d'altcoins, de shitcoins, d'autres actifs dits alternatifs, eh bien, de devenir des courroies de distribution extrêmement agressives et extrêmement véloces, puisque en fait l'avantage, hein, c'est la programmabilité, c'est les transactions par seconde qui sont extrêmement intéressantes, hein, dans ces chaînes-là, eh bien de devenir des courroies de distribution extrêmement efficaces pour le digital credit. Et le digital credit, eh bien, où est-ce que la valeur arrive? Eh bien, c'est dans le Bitcoin. Et donc, on peut imaginer que, bien dans le futur, ces chaînes aient une vocation à vivre, enfin, qui est de channel digital credit. Donc, voilà, je leur souhaite tout le succès là-dessus, hein. C'est de la même façon, hein, comme je disais, Rémi, je suis relativement agnostique euh, sur le chemin et je suis convaincu sur la destination. Et bah, c'est une belle fin, une belle phrase pour conclure ce weekly Bitcoin. Bah, merci beaucoup, Valentin, d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, le revenu toujours en kiosque. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur le site de Capital B et BTC Prague où vous pourrez suivre un peu le déroulé. Et bah, Valentin, je te souhaite un bon BTC Prague à toi et Alexandre à qui tu passeras le bonjour. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Et merci Rémi. Et je voulais juste prendre cette opportunité aussi pour remercier le revenu. Puisque bon, c'était quand même, on parlait de Paris, hein. C'était quand même un pari aussi d'offrir, hein, cette vision relativement fréquente et très précise et tout à fait intéressante, hein, des questions extrêmement pertinentes que tu poses sur le Bitcoin, sur l'évolution de l'industrie, sur l'adoption de Bitcoin à l'échelle. Et quand on dit que par humilité, on travaille pour Bitcoin, eh bien, le travail que vous faites au revenu en tant que média euh, contribue à l'adoption de Bitcoin à l'échelle. Donc, euh, le travail du revenu est extrêmement important à ce regard. Je pense que l'ensemble des auditeurs le reconnaissent et apportent beaucoup de valeur à ce que vous faites. Et voilà, donc continuons sur les 21 prochaines années à venir à travailler pour le Bitcoin. Donc, merci à toi, Rémi, et ravi de cet échange et à la prochaine. Et bah, c'est un plaisir également d'être là chaque semaine et on espère qu'on apporte beaucoup de valeur à nos téléspectateurs. Donc merci à vous d'être là et puis longue vie au Bitcoin et on se dit à la semaine prochaine. Merci, Rémi.